Donc après ça, je vais vous parler des antisémites anti-nazis, c'est-à-dire des gens qui ont libéré les juifs des camps et qui ont été avec eux, qui les ont soutenus et qui en dispensaient pourtant pique-pendre. Voilà. Alors, première citation du général Patton, qu'on connaît parce qu'il y a eu un film sur lui, dont la mort est suspecte d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il a été éliminé et assassiné. Hein. Notamment parce qu'après avoir gagné la guerre contre l'Allemagne nazie, il voulait poursuivre et empêcher l'Europe de Staline de prendre, enfin qu'on lui offre la moitié de l'Europe. Lui, il n'a pas compris, à mon avis, c'est ce qu'on appelle un goy, un bon militaire, mais un goy imbécile. Il n'a pas compris pour qui il travaillait. Pour ça, il aurait fallu qu'il lise Stash Mullins, Douglas Reed, voilà les livres que nous promouvons. Et il aurait peut-être compris que c'était plus compliqué que ce qu'il avait cru et qu'il aurait peut-être mieux fait de rester chez lui plutôt que de bouffer du boche. Voilà. Alors, lettre du 27 août 1945 du général Patton, constatant les horreurs commises sur la population civile allemande. Hein, parce que n'oublions pas que les Allemands, 7 millions de mecs au tapis. En plus, c'est 7 vrais millions, hein, c'est pas 6. Hein, 7, c'est plus que 6, et ça, c'est des vrais millions. Hein. Voilà, la catastrophe hitlérienne, on va l'appeler ça comme ça, parce que c'est une catastrophe, c'est une Shoah, c'est vrai, c'est une catastrophe, a tué au bas mot 7 millions d'Allemands. Après les Russes, c'est le second peuple victime de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Voilà. Alors, j'étais à Francfort pour une conférence du gouvernement civil. Si ce que nous faisons s'appelle la liberté, je ne comprends pas comment les Américains peuvent tomber si bas. Ça, c'est juif, j'en suis sûr et certain. Donc ça, c'est lettre du général Patton à Francfort le 27 août 1945. Il est sur le terrain, hein, c'est encore fumant. Ça, voilà. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Rigaudon et D'un château l'autre de Céline, sa conception, sa vision. Voilà. Dans son journal, le 31 août 1945, toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. C'est correspondance certifiée du général Patton du 31 août 1945. Je vais vous la relire, hein, elle est belle. Toutes ces horreurs, donc c'est ce qui découvre du massacre des populations allemandes et de la destruction de l'Allemagne par des bombardements sur les civils. Et c'est d'ailleurs c'est par ça qu'un certain Vincent Renoir explique effectivement les tonnes de cadavres qu'on va trouver dans les camps aussi. À partir de 1943, la stratégie alliée a été de bombarder l'Europe, non seulement pour détruire les pays, et notamment l'Allemagne, mais aussi pour démoraliser les populations, et par la suite, pour pouvoir pénétrer et envahir l'Europe afin de la libérer. Et cette stratégie de bombardement a provoqué des morts par centaines de milliers. Le 23 novembre 1943, l'aviation anglaise déverse 2300 tonnes de bombes incendiaires sur la population civile de Berlin. Un crime de guerre, pour le moins, qui ne sera jamais jugé, puisque ce ne sont jamais les vaincus qui jugent les vainqueurs. Les 16 raids de terreur sur Berlin dans les jours qui précédèrent et suivirent cette date firent des dizaines de milliers de morts civiles et des centaines de milliers de sans-abri. Eh bien, cette stratégie en 1945, une fois la victoire acquise, cette stratégie qui avait fait des centaines de milliers de morts au mépris de toutes les lois de la guerre, il a fallu la cacher. Hein, il faut s'intéresser à ce que dit Renoir sur l'explication de ces tonnes de cadavres faméliques. Voilà, on permet là de raccorder tout ça. Hein. Je veux dire, l'Allemagne a été réduite en cendres, y compris comme dirais-je, les camps de concentration. Il faut bien comprendre, ça n'y a pas échappé. Pénurie alimentaire, destruction des accès par le train, donc livrés à eux-mêmes, sans nourriture, etc. Plus rien pour les soigner. Donc effectivement, une mortalité exponentielle due bien sûr au fait qu'ils aient été concentrés dans des camps de concentration, mais à l'effondrement global du Reich, hein, qui ne les a pas épargnés, et étant donné qu'ils étaient déjà au bas de l'échelle de la survie et de la chaîne alimentaire, et qui a produit chez eux une mortalité exponentielle. Ce qui veut dire que la surmortalité exponentielle dans les camps s'explique aussi par l'effondrement de l'Allemagne et la manière dont les Alliés, avec la cruauté légendaire des peuples de l'Ancien Testament, c'est-à-dire juifs et protestants, ont massacré l'Allemagne, on les châtié sous une pluie de bombes, exactement comme font les Israéliens sur Gaza, ou comme ont pu la faire l'armée américaine en Irak, avec les génocides programmés par Madame Albright, 500 000 enfants morts de faim, etc., etc. Enfin, tout ça est... We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it?
I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. C'est cette vision judéo-protestante, talmudo-sioniste, voilà, qui choque même le général Patton, qui n'était pas un rigolo. On mettra des extraits de Patton. I want you to remember that no bastard ever won war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. My God, I actually pity those poor bastards we're going up against. By God, I do. We're not just going to shoot the bastards. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy Hun bastards by the bushel. Donc je relis cette phrase parce que je la trouve incroyable. Je la découvre également, je ne suis pas un spécialiste au départ. Dans son journal le 31 août 1945, où il est sur le territoire de l'Allemagne en cendres. Toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. Je vous rappelle que Patton est mort de mort suspecte et on peut soupçonner qu'il ait été assassiné. Voilà. On est souvent assassiné pour service rendu, après service rendu. Que ce soit symboliquement ou physiquement. Vous vous intéresserez, il est mort... Général Leclerc aussi, il y a eu une fin de vie bizarre aussi. Il y a des gens qui meurent comme ça. Voilà. Alors après Patton, je vais vous citer le président des États-Unis, Harry Truman, qui n'était pas spécialement pro-allemand, comme vous pouvez vous en douter. Et dans sa note de son journal du 21 juillet 41. Je sais pas, donc il n'est peut-être pas encore président là. Il y accède après la mort de Roosevelt. Voilà, bon. Donc c'est le futur président des États-Unis, Harry Truman, et c'est en 25 juillet 41. Alors, et eu un entretien de 10 minutes avec Henry Morgenthau à propos du bateau juif en Palestine. Lui ai dit que j'en parlerai au général Marshall. Les juifs n'ont aucun sens des proportions ni aucun jugement des affaires mondiales. Je trouve que les juifs sont très égoïstes. Ils se foutent complètement de savoir combien d'Estoniens, Lettons, Finlandais, Yougoslaves ou Grecs sont tués ou maltraités comme personnes déplacées aussi longtemps que les juifs obtiennent un traitement de faveur. Quand ils ont le pouvoir, que ce soit physiquement, financièrement ou politiquement, ni Hitler ni Staline n'ont rien à leur envier au point de vue cruauté et mauvais traitement envers les faibles. Vous voulez que je vous la relise ou pas? Non, vous la repassez quand vous voulez. Ça, c'est Harry Truman. Et tout ça, validé et vérifié par tout ce qu'on a vécu, par les 65 années qu'on a vécu depuis, et notamment par rapport à ce laboratoire de la réalité juive qui s'appelle la Palestine occupée et l'État d'Israël. Je veux dire, c'est là... Hitler a permis Israël, comme le dit très bien Rav von Chaya. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. J'ai bien peur qu'Israël ramène Hitler, si vous voyez ce que je veux dire. À moins qu'on procède à la troisième voie, qui est la mienne, égalité et réconciliation, sortie du tribalisme, respect de l'humanisme et de la République bien comprise, et que certains redescendent un peu sur terre. Alors maintenant, on monte encore la pente, Richard Nixon, président des États-Unis, qui d'ailleurs, je vous rappelle, a été poussé à la démission par le scandale du Watergate. Le 17 juin 1972, 5 intrus sont surpris dans l'immeuble du Watergate, siège du Parti démocrate à Washington. L'affaire semble d'abord anodine, mais 2 journalistes du Washington Post vont découvrir que les étranges cambrioleurs, équipés de matériel d'écoute, sont liés au comité de réélection du président Richard Nixon. C'est le début du scandale du Watergate. Au moment de ce scandale naissant, il commençait à s'énerver contre une certaine communauté et il essayait de s'en tourner uniquement de Mormons pour essayer de sauver l'indépendance de l'Amérique. Il avait un peu la même prise de conscience que son ancien ennemi politique, comme disait Kennedy, qui lui en est mort. C'est-à-dire qu'il essayait, effectivement, il prenait conscience et était de résister à quelque chose, sans doute, dont il n'avait pas mesuré la puissance dévastatrice sur l'Amérique, que Choprad appelle par prudence l'état profond. Voilà. Alors Richard Nixon, enregistrement d'un appel téléphonique entre Nixon et son conseiller Bob Haldeman. C'est des écoutes liées justement à l'affaire du Watergate. Je veux connaître tous les domaines sensibles où des juifs sont impliqués, Bob. Les juifs sont partout dans le gouvernement. Et nous devons aller dans ces domaines et trouver l'homme qui peut contrôler la situation et qui n'est pas juif pour patrouiller les juifs. Grâce à Dieu, il y a des exceptions, mais on ne peut pas faire confiance à ces bâtards. Ils se retournent contre nous. Je comprends un peu mieux aujourd'hui pourquoi Nixon, effectivement, était obligé de démissionner. Et d'ailleurs, intéressez-vous à l'identité de ceux qui, dans le journal qui était je ne sais pas si c'était le Washington Post,
qui ont révélé le scandale du Watergate. Il me semble qu'il y avait peut-être une petite solidarité tribale et communautaire, et que finalement, il y avait peut-être un lien, exactement comme Cohn-Bendit était de la même communauté que l'oligarchie américaine qui reprochait à De Gaulle pas mal de choses sur le rapatriement de l'or, la sortie de l'OTAN, et vive le Québec libre. Et finalement, quelque part, si le journaliste qui l'a fait tomber, en plus d'être un honnête journaliste, n'était pas simplement soit un idiot utile du tribalisme, soit un tribaliste en mission pour faire tomber un président qui essayait de se révolter contre une certaine oligarchie qu'il avait parfaitement identifiée. Lui n'a pas été assassiné comme Kennedy, mais il a été obligé de démissionner. Peut-être justement parce que, en dernière instance, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, et que Hunter Thompson lui reprochait d'ailleurs, il était, en dernière instance, finalement, un pas si mauvais patriote. Et c'est pour ça qu'il fallait le remplacer.